Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça y est, on Salut a tout le réussi monde. à arriver sur ce live dédié à Coda. Pendant 1 heure, on va parler de Coda avec Mathieu Bus et Mansef Fafi, notre invité, qui va nous parler de Coda au service de la gestion d'une pizzeria. Dis-nous en plus. C'est ça le programme. Du coup, ça part d'un cas d'usage, on va dire, assez simple, hein, on va dire, qu'on peut assez facilement comprendre côté métier comment ça se construit une pizzeria. Pour la gestion des clients, des pizzas, des stocks, des commandes, enfin, tout le tralala. Grosso modo, on va créer une application sur Coda qui va permettre d'automatiser en fait tout le process, tout le workflow. Et c'est un petit peu le but de ce live aujourd'hui, c'est qu'on puisse vous montrer un petit peu et l'outil Coda, comment ça fonctionne, et comment ça peut se mettre au service justement d'une solution business comme une pizzeria tout simplement. Donc, Et je suis en train on de va me dérouler dire tout ça. qu'on ne s'est pas représenté. Vas-y, Mansef, qui es-tu pour le Alors, ouais, grande question. Non, bah du coup, gros background dans l'IT, système et réseau, du support utilisateur, clientèle, un petit peu de restauration aussi. Enfin, bref, j'ai touché à pas mal de corps de métier, mais beaucoup dans l'informatique. Et plus récemment, là, les dernières années, dans la data. Et depuis 2 ans maintenant, grosse appétence pour le no-code. Et là, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Coda. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu la raison de ma présence aujourd'hui, donc avec Élise et Mathieu. On va avoir faim aujourd'hui. FX Bodotech, vous allez nous donner faim. Il y a Xavier, le pilier de bar. Coucou. Julien Capamoun, hello. Oui, tu avais un live juste avant, j'ai vu. Sortez vos pizzas. On va parler de ça. Et puis Mathieu et moi-même, vous nous connaissez. Mais on peut refaire un petit tour de table. Vas-y, Mathieu, pour les nouveaux. Yes. Bah, du coup, j'interviens, j'ai un background dev et j'interviens en tant que freelance, donc que ce soit pour des solutions en code ou no code, et particulièrement sur Coda aussi. Je suis principalement axé sur cet outil-là. C'est vraiment pas mal. Voilà, en Et moi, gros. c'est Élise. Ça fait 3 ans que je suis freelance no code. Et là, depuis cette année, je crée l'agence Tarabiscodé. Donc, on accompagne les projets Coda, que ce soit sur la partie, création de solutions. Ça peut être aussi formation des équipes ou même formation en ligne. Pour le moment, il y a la formation gratuite, mais on va voir ce que ça donne avec une formation payante sûrement à venir. Ok, mais on te laisse. Vas-y, Montef, dis-nous tout. Ouais, Peut-être tu peux pas de nous souci. partager ton Partager écran l'écran, d'ailleurs. ça va être plus simple. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut partager le lien pour le chat en même temps, qu'ils puissent y accéder. Je ne sais pas comment ça se passe sur Twitch. Ouais, on peut partager le lien. On va le faire pendant que tu partages ton écran. Super, bah attends, hop, je partage l'écran en entier et Tu vous le fais, Mathieu, devriez ou j'y vais? voir. Ah, t'es mute. C'est bon, ouais, je vais le faire. Ok, cool. Lien du doc. Hop là. Par contre, ça nécessite qu'on lock le doc. Si on le met en éditeur, tout le monde va pouvoir tout modifier. C'est pas grave. On Dans laisse tous en les éditeur. cas, juste, Vous avez oui, carte blanche. Vous tout pouvez le tout monde a modifier. l'accès en édition, donc du coup, Vous ça pouvez fait tout partie du modifier jeu au sur le doc. moins. Exactement. Tout le monde pourra, on va dire, participer, utiliser les boutons qu'il y a sur le document, on va dire, faire des commandes, simuler tout ça. Donc c'est pour ça, il faut qu'on puisse le laisser en édition. Hello, on voit d'autres personnes qui nous rejoignent. Franck Ginissel, je pense. Porte de Mérine. Porte de Mérine. Ah, j'adore Hello. Et Hello, c'est faux. Excellent. Salut tout le monde. On vous met d'ailleurs le lien du doc. Ouais, si tu peux le mettre, commentaire. Elise. J'ai pas de compte Twitch sur cet ordi-là. Ah, ok, je me disais. Ouais, je vais vous partager le lien. Je te l'ai remis sur le chat. Voilà. Là, ce lien, il prend directement sur la page d'accueil. Bah voilà, nickel. Ouais. Est-ce que tout le monde voit du coup l'application, l'écran sur lequel je suis là, avec un gros message de bienvenue?
Là, ça devrait être bon normalement. On partage ton écran. Ok, super. Du coup, alors, tout simplement, comment ça se passe? Là, on va simuler en fait un client qui arrive dans un restaurant. Concrètement, il va se connecter sur une interface. Donc là, j'ai choisi Coda. Il va avoir un petit message de bienvenue. Ça va être personnalisé avec son nom. Ça vient en fait de l'utilisateur qui est connecté via l'application Coda. D'ailleurs, si vous cliquez sur le lien en fait qui a dû vous être partagé sur Twitch, ça va vous inviter à vous connecter sur Coda. Donc, soit créer un compte ou vous connecter pour ceux qui en ont déjà un. Et pour le coup, ça va récupérer en fait juste le nom d'utilisateur. Donc là, pour le coup, moi, je suis connecté sur mon compte, Mansef Fafi. Il me récupère ici mon information et il m'affiche simplement un petit message de bienvenue. Après, ce qui se passe quand on arrive dans un resto, c'est que généralement, on va s'installer soit à table, soit on va passer une commande à emporter. Donc là, vous passerez sur les talents de designers exceptionnels. J'ai fait une Ah, petite. mais tu vois, pardon, je te coupe, mais moi, j'ai pas de Ouais, message quand j'arrive, mais parce que je suis pas dans la table des users, je pense. exactement. Là, en fait, ça va se passer à ce moment-là quand tu vas choisir une table. Donc, je t'invite à le faire là en direct. Si tu cliques par exemple sur une table entre 1 et Ouais. 5 ou à emporter, donc admettons, moi là, je m'installe table 4. Donc, je serai ici en jaune. Si je valide l'emplacement, donc ça va m'indiquer que je vais être servi table 4. Et là, normalement, ça devrait rafraîchir ton nom d'utilisateur. Je ne sais pas si ça te le fait de Ah, ton si je côté. clique sur valider l'emplacement, ouais, ça y est, ça Ouais. marche. Parce qu'en fait, ce petit bouton, bon, il te place à une table, mais du coup, il t'enregistre toi en tant qu'utilisateur à cette table. Et c'est là où justement ça crée dans la base en fait ton utilisateur. Et c'est là que je récupère justement ton nom. D'accord. Ok, ça a fonctionné. Ok, super. Donc le but à la base, c'était que de simuler en fait une installation par QR code. Admettons, on arrive physiquement dans une salle de resto. Euh, donc là, par exemple, si j'agrandis un petit peu l'image, on voit qu'il y a des petits QR codes sur chaque table. Et en gros, avec Coda, ce qu'on peut faire, c'est on peut capter via un webhook en fait le scan du QR code et ça va nous renvoyer directement sur la page de bienvenue et nous attribuer directement la table. Donc, à terme, on n'aurait même pas besoin finalement de sélectionner la table via une liste déroulante, etc. Bon, en soi, ça va être compliqué de montrer tout ça aussi rapidement. Donc, on va rester en surface là-dessus. Donc, je vais choisir simplement la table 1, je m'installe. Et là, ce qui se passe dans la suite du parcours, c'est qu'on va simplement choisir le menu. Et donc là-dessus, on arrive sur cette page. Donc, avec Coda, c'est assez simple. On peut mettre une petite bannière simplement pour dire voilà, bienvenue sur notre restaurant. Vous pouvez accéder au menu. Ça, c'est une image qu'on peut importer ou bien qu'on peut accéder directement via la galerie. Pour ceux qui connaissent Coda, on peut choisir directement soit des images préfaites ici ou bien importer n'importe quel design sur Canva ou autre. Et donc, sur cette page, en fait, on a un petit menu avec, grosso modo, donc là, je suis directement sur la page des desserts, mais on a des pizzas, des salades, des boissons, des desserts, tout ce qu'on pourrait commander, en fait, pour un repas classique dans un petit fast-food. Ça, en fait, cette table, avant de pouvoir la mettre en place, faut imaginer que on nous est donné en fait un menu de base. Un menu de base, donc on arrive dans n'importe quelle carte de pizza, on a une liste de pizza, une liste d'ingrédients et un prix. Avec ça, en fait, dans Coda, on peut récupérer cette table. Donc c'est simplement un copier-coller. Hein. Vous pouvez le récupérer d'un fichier Excel, un CSV, n'importe où. Vous récupérez en fait vos données. Et quand vous le mettez en fait sous forme de table sous Coda, on peut faire différentes choses. Par exemple, ici, je peux rajouter une colonne très simplement, dire que c'est le nom. Donc là, si je choisis le nom de la pizza, bah, ça va me sélectionner la colonne courante. Et après, bah, je peux faire des différentes opérations dessus. Pour la faire en version courte, quand j'arrive sur le menu, en fait, ici, concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est exactement la même table que je vous ai montré là, qui ressemble à un fichier Excel brut, avec une colonne image en plus. Donc ça, c'est du généré via Canva ou via ChatGPT, peu importe. Au final, ça peut être les images que vous voulez. C'est toi qui les as générées, les images? Ouais, un petit script sur Canva et du coup, C'est pas mal. ouais, ça va. Canva, il est quand même bien abouti là-dessus. Sur Canva? Surtout, ouais, sur Canva directement. Tu peux lui demander de générer une image par IA. Et du coup, pour les pizzas, finalement, ça ressemblait pas mal. Bon, elles ont l'air appétissantes. Moi, en tout cas, je sais pas vous, mais ça me donne faim. Ok. J'ai pas encore mangé, donc franchement, là,
la petite hawaïenne avec de l'ananas sur les pizzas, ça passe toujours. Et les boissons, ça, par contre, c'est des images que tu as Google Images. récupérées. Google Images Celle-là. directement, des fichiers format PNG, comme ça au moins Ouais. derrière, on a la transparence. Donc que tu sois sur un fond blanc ou sur un fond noir, tu vas voir juste l'image qui se met à jour avec le fond. En commentaire, on a des débats là sur la hawaïenne. Ah, Pour ou contre la hawaïenne. c'est sûr. Xavier il dit Burke. Claire, C'est la vie, la sucré hawaïenne. salé. Hello Claire. Winat. Pas d'hawaïenne. Non, mais Xavier, il est jamais cool. Il n'y a pas que ça. C'est pas grave. On va mettre une petite salade pour ceux qui préfèrent. Alors, par exemple, là, si je commande, admettons, moi, je me prends une hawaïenne pour moi. Toi, qu'est-ce que tu voudrais du coup, Élise? Une reine, une napolitaine? Ah, je peux choisir. Attendez, il faut que je regarde. Ce que tu pourrais mettre, c'est une colonne avec un emoji. Est-ce que c'est végé ou pas? Parce que moi, typiquement, je suis végé. Là, il faut que je lise tous les ingrédients. Bah, du coup, pour ça, je j'ai trouvé fais une la astuce fille, pour toi. Je fais la fille relou, mais tiens. Exactement c'est les pizzas en fait où tu vas voir les compositions en vert. Dès qu'il y a du vert, ça va être que du légume. Du moment que tu vois du rouge, ça va être de la viande ou du poisson. Typiquement là, tu vois, je vais prendre truffe blanche, c'est la dernière. Il n'y a pas de. Voilà. Truffe blanche, exact. Tu es sur de la truffe blanche, champignons, origan. Parfait. Il n'y a pas de viande. Exactement. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu nous choisis? Je sais pas. Voyons voir. Bon, allez, VG. Allez, une VG. Ouais, on est team VG aujourd'hui. Allez, moi, alors, il y a des débats dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il raconte, Olivier? Le livre des combinaisons du live. des aliments pour les chefs indique que l'ananas est un aliment qui se marie le mieux au jambon. Ok. Bah là, la hawaïenne, on a du jambon. Ouais. En général, non, c'est vrai que ça doit bien se marier avec le jambon. Moi, pour moi, c'est du jambon d'Inde, mais ça passe très bien aussi, hein, je te rassure. Non, franchement, la hawaïenne, c'est... La pizza ananas est d'origine canadienne. Ils sont bons, ces Canadiens. Et du coup, voilà. C'était sûr qu'on allait divaguer ce midi. On te laisse continuer. Oh, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais ouais, du coup, là, vous voyez, en fait, quand on sélectionne par contre des articles, ça va mettre directement en vert, en surbrillance, en fait, le produit qu'on a sélectionné. Donc là, pour le coup, tu peux faire varier la quantité. Donc, est-ce que je veux 2 salades, une seule salade? On va en choisir 2. Ça nous fait 3 salades au total. On va se prendre, allez, tiens, une petite eau pétillante, une bouteille d'eau normale. Est-ce que quelqu'un veut un soda? Oui, non. Allez, on passe sur les sodas. Le sucre, c'est pas bon. Le dessert, on va s'en prendre un de chaque, tiens. Petite tarte aux pommes, mousse au chocolat, une tarte aux fraises. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, je peux aller directement sur mon panier. Sur mon panier, qu'est-ce qui se passe? On a la table où on est installé. Donc là, pour le coup, c'est sur mon nom d'utilisateur, vu que c'est moi qui suis en train de passer la commande. J'ai les différents produits que j'ai commandés par catégorie, la somme et le total. Donc là, on va être sur, on va dire, un repas pour 3 complet, pizza, salade, dessert, 72 €. Hop, je lance la validation du panier. Ça me vide mon panier et ça va l'envoyer directement en cuisine, en fait, sur les commandes à préparer. Et ce que dit Julien en commentaire, il me dit ce serait quand même bien d'avoir un flag végétarien pour pouvoir faciliter la vie d'Élise et filtrer. Ouais, en tout cas, techniquement, vous pouvez totalement ajouter comme ça des flags végétariens, halal, vegan. Par contre, effectivement, ça veut dire que dans les compositions, là, il faut que chaque aliment ce soit déterminé. Est-ce que c'est des aliments tiens, on va essayer de le faire en direct. Là, par exemple, sur les pizzas, si ma table du menu, je veux la filtrer, donc on a un petit bouton filtre ici. Il y a un petit outil pratique, c'est la filter bar. En gros, c'est un filtre qu'on rajoute au-dessus du tableau. Et du coup, là, je peux mettre sur la composition. Donc là, je décoche les autres colonnes. Et sur la composition, je veux... Alors, mais là, ça va être... faut que je coche tout sauf ce que j'aime pas. Alors, est-ce que ici... Non. Normalement, tu l'as ici, tu vois, dans la composition. Exactement. Parce que ça, en fait, ça pointe directement sur une table que je ne vous ai pas montré encore. C'est une table ingrédients. Où là, pour le coup, j'ai chaque ingrédient qui est typé. Est-ce qu'on est sur de la viande, un fruit ou légume? Exactement. D'ailleurs, tu peux même rajouter, est-ce que c'est un ingrédient qui coûte cher ou pas pour
admettons, modifier la commande. Je veux une pizza 4 fromages, mais sans le chèvre. J'aime pas le chèvre. Mais je veux rajouter du poulet à la place. Bon, c'est plus une 4 fromages, mais on peut jouer sur la composition des ingrédients là-dessus, moyennant le prix du supplément. Là, pour le coup, vu que j'ai l'info du type dans cette table d'ingrédients, je peux la récupérer directement dans le menu, en fait. Et pour ça, c'est très simple. Dans la composition, ça va pointer vers ma table d'ingrédients. Et je peux accéder ici au type. Est-ce qu'on est sur la Boxa, par exemple, ananas, voilà, fruits et légumes. Je rajoute cette colonne. Je l'ai ici. Donc là, maintenant. Tu peux faire un petit Euré unique. Enfin, unique tout court dans Coda. On n'est pas sur RTP. Oui, c'est unique. Exactement. Donc là, au lieu de faire un list combine, on va le faire en point unique. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça, donc là, j'ai. Parfait. Et du coup, là, si dans le type, je demande is not viande, il me reste plus que mes pizzas qui sont sans viande. Donc ça, c'est une vue qu'on peut vraiment paramétrer par utilisateur. Et là, pour le coup, on est dans du 100% VG. Il n'y a pas de souci. Yes. C'est belle démo en live. On adore. On adore les petits cas d'usage. Nice. Ah, bah, du coup, ça a même viré la salade César. Salade César, donc sans poulet. Il y aura juste de la crudité, je suis désolé. C'est quoi ce délire de mettre de la viande dans toutes les salades? Ça faut arrêter. Il faut des protéines. Au moins des œufs. Au moins des œufs. Ouais, c'est vrai. Non, après, c'est mon avis. Mais il n'y a pas de souci, je respecte. Non, mais chacun gère effectivement son alimentation, mais effectivement, c'est pas toujours évident de trouver parfois chaussures à son pied, mais de plus en plus, de toute façon, les restos, ils s'adaptent. Tu peux leur dire, je veux ça, mais sans tel ou tel aliment. Donc, voilà, car c'est là où on peut rentrer justement dans tout ce qui va être Claire, des allergènes, etc. Les protéines végétales, ça marche aussi. Et oui, on aime le tofu, les falafels. Mais ouais, c'est pas évident, mais ça évolue petit à petit. Et puis aussi, pensons effectivement à toutes les personnes aussi qui ont des allergies gluten. Des intolérances, voilà, des allergies aux arachides, etc. Voilà, c'est tout con, hein. Une salade, si on met de l'huile d'arachide ou n'importe quoi pour assaisonner, typiquement, ça, on peut le renseigner dans les ingrédients. Est-ce qu'on a un régime spécifique? Est-ce qu'on a des allergies, des intolérances? Et on peut filtrer en fonction, sans problème. Et Julien Capamoun nous demande, est-ce que l'appli est utilisée par un vrai resto? Non, là, c'est vraiment une appli de démo. C'est un cas d'usage là que je vous ai concocté justement pour ce live. D'ailleurs, vous avez tous accès aux documents, donc vous pourrez en faire une copie, le modifier à l'envie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Monsef, pendant une semaine, il était là à vous préparer le doc. On prend soin de nos viewers. Et notre marque, sympa cette démo en effet, c'est fou ce qu'on peut faire avec Coda, Notion en PLS. Ah, ça c'est sûr. Non, c'est clair que franchement, et tout ça en fait, c'est rapide à faire, c'est intuitif. Là, tu vois, par exemple, ne serait-ce que pour le type, on a pu simplement sélectionner en cliquant sur la colonne, en ajoutant, il n'y a pas besoin forcément de coder en fait, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on est vraiment sur une application no-code, mais qui reste puissante parce que derrière, vous pouvez rajouter des packs, des connexions externes, se connecter à d'autres API, développer vos propres packs si vous maîtrisez un petit peu du JS ou autre. Donc, le champ des possibles, il est énorme. Ouais, vraiment. Par contre, en fait, ce qui est puissant, c'est qu'en fait, avec les boutons et avec les packs, vous pouvez, par exemple, là, récemment, je m'amuse à récupérer pour un client tous les mails qu'il reçoit sur Gmail. Eh bien, ils sont automatiquement importés dans Coda et rattachés au bon client, à la bonne fiche client. Vous pouvez faire ça avec les rendez-vous Calendly. Vous pouvez faire ça avec des réponses à des formulaires, par exemple. Et en fait, ça, vous pouvez le faire avec des packs et il n'y a pas besoin d'aller faire un scénario Make ou Zapier pour aller récupérer les infos. D'ailleurs, Mathieu a créé un pack Penny Lane aussi récemment. Donc voilà, dès qu'il y a des packs, en fait, ça c'est encore plus simple que des outils d'automation comme Make ou Zapier. Puis il y a l'avantage d'avoir les tables synchro. En plus des actions que les packs peuvent fournir, on peut avoir des tables synchronisées. Claire, est-ce que c'est un client qu'on connaît? Ah non, c'est pour un client anonyme qui veut rester anonyme, mais ouais, que j'accompagne sur 100% du Coda.
Julien Capamoun connecté avec Stripe pour prendre le paiement. Je sais qu'il y a un pack Oui, Stripe. on peut. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Pour insérer direct les QR codes des liens de paiement et tout sur les devis, je fais ça, moi, par exemple. C'est ça. Du coup, on peut passer justement par un petit bouton. Admettons, le serveur, il arrive pour vous encaisser. Hop, ça envoie vers un lien sur Stripe sans aucun problème pour valider la session, pour valider le paiement. Donc, non, il est très complet. Hein. Bah, c'est cool. Ça fait plaisir que ça vous plaise. Non, c'est cool. Et du coup, j'en arrive sur la petite vue de la commande qui est lancée. Donc là, en gros, quand on est un utilisateur, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a validé le panier, la commande, elle est envoyée en cuisine. Donc, elle est envoyée ici dans les commandes validées. Dans les commandes validées, qu'est-ce que j'ai? Donc là, c'est filtré sur moi comme utilisateur. Mais si vous, on va dire, là, vous êtes en train de saisir une commande, vous envoyez, par exemple, comme ce que je viens de faire, quelques pizzas, des boissons, on devrait les voir aussi dans ces commandes validées. Donc là, je ne sais pas si Mathieu ou Elise, vous voulez tester en même temps. Simplement choisir n'importe quel item dans le menu, valider la commande là dans le panier. Donc chacun peut choisir ses items, c'est par user. C'est ça. Exactement. Les boutons, ils sont personnels, ils ne sont pas... c'est ça. Là, on a vraiment une vue qui est filtrée par utilisateur, chacun a son espace. Et ça, par contre, c'est une vue globale côté restaurant. Donc, côté restaurant, ils vont vouloir voir toutes les commandes qui arrivent. Donc là, c'est filtré par client. Mais s'il y a d'autres commandes qui arrivent, ça va arriver normalement de ce côté-là. Mais ce qui se passe, c'est que... Ouais. Donc là, c'est ça, on va dans le menu, on choisit des articles et on passe la commande. Exactement. Donc là, voilà, j'ai la commande numéro 3 qui est avec les 3 pizzas qu'on a pris, les 3 salades, les boissons, les desserts. Ça, c'est fou de pouvoir faire un panier dans Coda, truc de malade. Quelque chose qui n'est pas si évident à faire, par exemple, sur Softer. Parce qu'il y a pas mal de logique derrière, de chacun a son panier. C'est là où justement tu dois bien designer en fait tes différentes tables, voir comment les liens ils vont pouvoir se passer. Donc, comme je te disais, entre la table de ton menu et tes ingrédients, il y a déjà des liens. Il faut que ça puisse aussi se connecter avec ta table utilisateur pour que ton utilisateur il soit filtré en fonction des commandes qu'il a passées. Tu as besoin d'un identifiant pour chaque commande. Tu sais, c'est le numéro que tu reçois dans chaque pièce. La commande numéro 96 au drive, la 26 à table, etc. C'est ça, c'est qu'en fait, tu as des commandes et tu as des lignes de commandes. Et voilà, c'est ça. Là, j'ai passé commande, moi. Donc, normalement, tu me vois là dans les commandes. Soit ici. Soit super. Tu as la commande numéro 4. Au nom de Élise, on a une pizza, une salade qui est arrivée. Et là, ce qui va se passer, c'est que du coup, moi, je suis en cuisine. Je vais lancer les pizzas au four. Donc là, je clique sur un petit bouton. Voilà, la pizza, elle est garnie, elle est envoyée au four. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que côté client, on avait la vue de la commande. Alors, j'ai par exemple, donc ça, c'est 2 premières commandes, c'est des commandes que je viens de supprimer. Mais ici, j'ai la liste de ma commande, elle est en attente de paiement, mais par contre, j'ai un temps de cuisson qui est en train de défiler. C'est une petite progress bar, en gros, ça me dit, une pizza, ça cuit en 7 minutes. Donc là, automatiquement, il est en train de mettre à jour. Et moi, en tant que client, je suis en train de voir, elle en est où ma pizza? Maintenant, j'ai le serveur, lui, il va commencer par servir les boissons. Donc ici, on a dit que ces pizzas, elles étaient au four. Les salades, ça va être côté, on va dire, côté salle, côté service, avec les boissons au frais. On va dire que ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Et ce qui se passe, ça va me cocher directement ces 2 cases. Et il y a une petite automatisation qui tombe derrière pour me dire, attention, je suis en train de regarder cette colonne. Dès que cette colonne, elle est prête, ça va changer l'état, en fait, de ma commande. Au lieu d'être en attente de paiement ici, ça va la mettre en préparation, par exemple. Donc, et parfois, il peut y avoir quelques secondes, effectivement, qui se déroulent en fait, entre le moment de l'automatisation et le moment où ça se déclenche. Ouais, exactement. Et du coup, on va dire qu'en attendant, le serveur il prépare ses boissons, les desserts, c'est OK. Et ici, donc, j'ai les compteurs qui se mettent en route pour justement le temps restant de la cuisson des pizzas. Donc là, ici, il nous reste 5 minutes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement passer sur la vue des commandes pour dire que ici, ce qu'on voit en bleu, c'est les items qui ont déjà été prêts. Donc, dès que
ici, on va dire côté service, je vais pouvoir voir directement où elles en sont, mes commandes à chaque étape. La cuisine, elle en est où? Côté salle, où est-ce que ça en est? Et je vais pouvoir procéder à l'encaissement en fait en attendant. Donc ici, je vais dire simplement, tiens, où est-ce que on passe sur l'encaissement? Vous voyez, au final, il est ici. Je l'ai mis côté vue utilisateur, je n'aurais pas vu. Mais au final, là, en fait, je l'ai rassemblé sur une ligne de commande. Pourquoi? Alors, je vous explique, c'est qu'au lieu de passer sur chaque item et de les encaisser, on va partir directement sur une logique de un numéro de commande et l'encaisser une fois pour toutes. Donc, je l'ai basculé là-dessus pour simplifier les choses. Mais admettons que le serveur, il arrive, il m'encaisse, ça part directement en statut réglé. Statut réglé, je vais pouvoir ensuite le passer en servi. Sinon, je serais bloqué pour me dire, attention, il a commandé, c'est prêt, ok, mais il n'a pas payé encore, donc tu ne le sers pas le client. Donc, on peut mettre tout un tas de logiques en place dans ce sens-là. Une fois que ça c'est fait, je retourne sur mes commandes validées. Et du coup, ici, je peux simplement passer la commande en servi. Une fois que la commande elle est prête. On va négliger le fait que la pizza elle est toujours en cuisson, on ne va pas attendre 7 minutes sur le live quand même, je vous épargne ça. Mais voilà, là en gros, tout simplement, on peut choisir soit à la main différents états. Est-ce que la commande elle a été annulée, la préparation au four? Est-ce que tu peux nous montrer du coup la configuration du bouton là sur lequel tu as cliqué? Le violet par exemple, commande servie. La config là, aussi. simplement. En fait, là, on voit que tu l'as paramétré en no-code. En fait, c'est vrai qu'avant, moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais apparemment, avant, les boutons, c'était beaucoup des formules, en fait. Et dis-nous, Mathieu, vu que tu étais là. Oui, ouais, c'est ça. Petit à petit, ils essayent, comme le add de tout à l'heure qu'on a vu, avec ajouter des relations aussi simplement qu'avec 2 clics, quoi. Voilà, pareil pour les boutons, mais petit à petit, ils font ça pour... Et là, si tu ouvres le bouton, là, si on voit j'édite la colonne, ouais. Si j'édite la colonne, en fait, tout simplement ici, ça va m'ouvrir le champ. Donc ici, on est sur un champ en format bouton. Ça peut être un texte, un nombre, n'importe. Mais au format bouton, ce qu'il me dit, c'est que là, je modifie une ligne. Donc j'ai plusieurs choix. Hein. Je peux soit ajouter une ligne sur une table, déclencher, on va dire, différentes choses comme l'ouverture d'un lien, l'envoi d'une notification, etc. Nous, ce qu'on et veut, même c'est des simplement... packs. Et tu peux même aussi, sur clic du bouton, se dire je génère un draft dans Penny Lane, j'envoie un mail sur Gmail. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que des composants natifs peuvent être connectés avec plein d'autres. Et là, du coup, ça se voit sans code. C'est juste du clic pour dire que, hop, je pointe sur ma table. Laquelle? La table des commandes. C'est celle-ci, c'est la table en cours. Pour quelle ligne? Je veux, non, juste cette ligne-là. Donc, la ligne sur laquelle je suis, quand je clique sur un bouton, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre à jour le statut pour la mettre en servi. Donc ici, j'ai plusieurs choix, en fait. C'est les différents statuts que j'ai définis ici. En attente de paiement, réglé, en préparation. Donc là, je dis simplement que je veux la mettre en servi. Et quand je clique dessus, du coup, par exemple, sur la commande d'en dessous, pour la commande de Elise, hop, ça la bascule directement en servi. Donc, mais c'est un peu... je ne sais pas si sur Notion, il y a déjà ces genres de boutons-là, mais sur les interfaces d'Airtable, on les voit arriver. C'est des boutons update record. Ouais, mais là, tu peux faire plein d'actions en même temps. Si tu veux faire un run action, tu peux mettre plein de process en place juste avec un seul clic, quoi. C'est ça qui est... C'est ça. En fait, tu peux le transformer en formule. Là, si tu cliques sur le F, on va pouvoir voir... Exactement. Là, on vous a montré la vue un petit peu sans code, mais sur le F, ici, on a une formule qui nous dit c'est la fonction modifier rows qui va aller checker cette ligne-là et mettre à jour quelle colonne? La colonne statut et lui donner comme valeur la valeur servie. Donc là, c'est une ligne simple, on va dire, c'est une instruction basique qu'on voit facilement, on va dire, sans coder, mais qu'on pourrait très bien aller personnaliser, pimper là-dessus sur une formule qu'on ouvre ici. On a une espèce d'interface de code où là, je peux dire, par exemple, on va faire un petit run action. Je veux alors faire un petit run action. Donc ici, en fait, on va lui demander de faire 2 choses. La première, c'est de modifier ici le statut en servi. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui dire d'autre? Par exemple, non, on ne va pas supprimer la ligne, mais on va aussi refaire la même chose. Allez. Ouais, mais sauf que au lieu de la mettre en servi, on va la mettre peut-être en prête. Allez. Donc, bon, c'est un peu inutile. Au final, on change 2 fois de suite le statut pour 2 valeurs différentes. Mais grosso modo,
Voilà, là, elle est basculée en prête. Tout ça pour dire qu'il l'a mis une fois en servi, puis une fois en prête. Mais on Et en pourrait très fait, bien on peut mettre comme ça n'importe quelle enchaîner les actions instruction. comme on veut. Quand on peut mettre des modify, add, delete, push button, enfin, ouais. C'est ça. Après, il y a d'autres boutons, ils sont un peu plus aboutis. Je vous en mettrai peut-être un ou deux si ça vous intéresse. Mais en gros, là-dessus, une fois que la commande elle est servie, voilà, on va dire que l'expérience client, de ce côté-là, tout est fait. Il a bien mangé, il peut rentrer chez lui, merci, au revoir. Mais côté restaurateur, par contre, c'est là où il va devoir commencer à compter l'argent. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il y a comme commandes qui sont rentrées sur le service? Donc là, admettons, aujourd'hui, on est le combien? Le 8 novembre. Là, toutes ces commandes qui sont rentrées, à chaque fois qu'on a cliqué sur un bouton, c'est daté en fait. On peut récupérer ici, par exemple, si je clique sur égal pour rentrer dans le champ formule et que je clique sur Now, là, en fait, ça va me donner le jour et l'heure. Aujourd'hui, on est le 8 novembre, il est 13h34. Bon, j'aime pas cet affichage-là, on va le mettre plutôt en voilà, format français. Tac, 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 31. Voilà. On est 8 novembre, 1h34. Non, je ne t'ai pas dit en PM, je veux justement éviter ça. 13h09, parfait. 8 novembre, 13h34. Du coup, ça, on récupère cette info. C'est comme ça que du coup, on a pu définir les temps de cuisson, l'heure de la commande, et on peut se mettre une petite alerte. Attention, tel ou tel client, ils ont commandé il y a 20, il y a 30 minutes, ils ne sont toujours pas servis. Là, ça va apparaître sur des lignes en rouge. Attention, zone de danger, il va falloir faire quelque chose. Est-ce que ça coince en cuisine? Est-ce que ça coince en salle? Bref, on peut mettre tout un tas d'indicateurs comme ça. Et c'est là où la logique métier, finalement, elle est vraiment importante sur la mise en place de la solution. Quel est le besoin du client derrière? Comment est-ce que tu peux matcher ça avec des formules sur Coda en fonction de la manière dont tu vas construire ta table? Enfin, tout ça, c'est vraiment à définir en amont. Mais pour en revenir sur la partie facturation, là, par exemple, total. J'ai deux commandes, 72, 15. Je peux aller directement sur Summarize ici, ça va me faire la somme, la moyenne. Moi, je veux la somme. Ici, je suis à 87 $. Je peux aussi récupérer cette information autrement en disant que je veux récupérer ma table commande avec le total et je veux la somme de tout ça. Donc là, ici, j'ai un petit indicateur qui me dit que je suis à 87 $. Admettons que ici, je modifie ma commande, les commandes validées, tiens, finalement, tout ça, c'est annulé. Les boissons, pas de boissons, on est là juste pour manger, tant pis. Du coup, on arrive sur la partie des commandes. Et finalement, je suis plus à 87, je suis à 81,50. Donc, en fonction des commandes qui ont été validées derrière, je vais en déduire du coup mon chiffre d'affaires sur la journée et je peux le découper par service. Est-ce qu'on est sur le service du midi avant 16h? Est-ce qu'on est sur le service du soir? Le midi, est-ce qu'on fait plus de chiffres ou moins de chiffres en fonction? Est-ce que je veux appliquer des promotions? J'ai récupéré les données des utilisateurs, donc au final, j'ai leur mail, j'ai leur quand ils ont scanné leur QR code, est-ce que je peux pas leur envoyer un code promo, un moins 10% sur la prochaine commande pour les inviter à revenir, faire une promo comme Domino's les mardis ou les jeudis. Tout ça, ça se paramètre et ça se met en place très facilement. Du coup, c'est là où, en fait, ça fait vraiment la puissance de l'outil. On a Pierre Simonin qui nous a rejoint, le fameux, l'inoubliable. Salut Pierre. L'indétrônable, Pierre Simonin. Et par contre, il y a Franck qui nous dit il y a aussi une fausse rumeur que Coda est plus compliqué que Notion. Ouais, je pense. Franchement, un petit peu, ouais, à moitié, ouais. Ça offre en fait, fonctionnalités, donc derrière, la courbe d'apprentissage, elle est peut-être plus... Enfin non, en fait, moi, je vois ça plus simple à apprendre. Après, c'est que tu peux aller beaucoup plus loin, en fait. Le problème, c'est que s'ils ont commencé sur Notion, ils sont partis dans leur tête, ça fonctionne des pages dans des pages. La page peut être une record et en même temps une simple page. Et Coda, il fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vrai que si tu as commencé par Notion, ça peut perdre un peu. Ouais. Mais sinon, c'est pas forcément plus compliqué, je trouve. Mais il y a quand même une journée ou deux, tu peux déjà t'amuser énormément. Hein. Franchement, c'est assez rapide à prendre en main. Je pense qu'il y a quand même plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Effectivement, on peut faire plus de choses sur Coda, donc on peut être peut-être perdu quand on fouille dans les paramètres, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose sur la partie onboarding où déjà, effectivement, les onboardings ne sont pas exactement les mêmes et on voit beaucoup Notion partout. Donc, à force, on a l'habitude, en fait, de à quoi ça ressemble Notion, l'onboarding de Notion. Et je pense que
À force, même quand on est des clients, des partenaires où on n'a pas Notion chez nous, mais que quelqu'un nous partage des pages Notion, on a tellement l'habitude de voir Notion que voilà, le boulot est déjà à moitié fait sur l'adoption de Notion, alors qu'au Coda, on ne sait pas à quoi ça ressemble. L'onboarding, on se dit, waouh, dans quoi on est tombé. Peut-être que l'onboarding est un peu moins chiadé que Notion. Enfin, c'est peut-être possible aussi. C'est une solution que tu connais moins, donc derrière, tu te dis de te lancer dans une nouvelle solution, apprendre une nouvelle techno. Est-ce que finalement, le jeu en vaut la chandelle? Clairement, oui, après coup, mais quand tu ne connais pas la solution, tu ne vas pas forcément te lancer dedans si on ne t'a pas recommandé, que tu n'en as pas entendu parler. Notion, ça se voit de partout, Coda, un peu moins. Donc, c'est là où en Europe, on est moins sensible à cette solution. C'est vrai. Et je vois que Claire, elle nous dit le plus dur, c'est de migrer de Notion vers Coda. Ouais, c'est pas la même logique. J'avais fait une petite vidéo à ce sujet, je vais essayer de vous retrouver le lien. Mais ça se fait en plus, tu as des packs qui t'importent tes données de Coda. Et voilà, je parlais de ce fameux pack-là. C'est pas si évident parce qu'en fait, avant d'utiliser le pack, le pack ou le /import de Notion, c'est pas vraiment, je sais pas si c'est vraiment un pack, mais tu as un importeur. Et en fait, il faut par exemple faire plein de petites choses comme mettre les formats de date au format américain, parce que si tu les laisses au format européen, ça se met pas correctement. Il faut que tes users soient nommés correctement entre Notion et Coda, parce que s'il y a des users qui se nomment pas pareil ou qui n'ont pas la même adresse mail, il va pas y avoir forcément le champ personne va pas fonctionner quand tu migres. Pareil, si tu as des tables dans des call-outs, des tables dans des... Il y a certaines tables qui peuvent être mal migrées si elles sont stockées dans un... Parce qu'on peut mettre des tables dans un encart, en fait. Un encart dans Notion. Donc, il y a plein de petites choses que j'avais testées. Mais bon, il n'y a pas... En tout cas, tout ça veut dire que vous aurez forcément du ménage à faire parce qu'il y a pas mal de vues, moi, de Notion qui étaient transformées en tables dans Coda. Oui. Parce que parfois, il ne comprend pas bien Coda si c'est des vues ou des tables. Donc, par défaut, il mettait tout en table. Ouais. Donc, voilà. Donc, allez-y. Après, derrière, en soi, c'est un jeu de essai-erreur. Et après, au final, ça simplifie quand même la chose plutôt que de tout faire from scratch. Non, pour le coup, c'est quand même assez pratique. Ce petit pack, il est assez sympa. Claire qui dit le problème, c'est que Notion ne correspond à aucune logique. Il n'y a plus de respect. C'est vrai que la logique est propre à Notion. Xavier qui dit c'est normal, c'est un outil pour faire de la doc. Allez, ça y est, on se lâche. Julien, je pense que le volume d'utilisateurs est important. Par exemple, si le client est sur Notion, ça va être compliqué de le faire passer sur Coda. Oui, mais à l'inverse, j'avais une entreprise, ils avaient genre 600 personnes qu'ils avaient invitées sur leur Notion gratos. Et Notion allait étaler les retrouver pour leur dire, en fait, les gars, il faut que vous payiez 600 licences. Les guests, ça ne marche pas pour 600 personnes de l'entreprise. Donc, ça pour dire qu'à ce moment-là, ils se posaient vraiment la question de migrer sur Coda parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer 150 000 euros de licences par an, pour tous leurs utilisateurs. C'est la grosse force de Coda, finalement, c'est le pricing. Derrière, là, tout le monde se connecte et est éditeur du document, donc ils peuvent modifier les boutons, etc. C'est gratuit. Là, tout ce que vous faites, là, c'est gratuit, vous pouvez créer d'autres documents sans problème. La seule chose, c'est que du coup, il y a une licence, on va dire, payée par DocMaker. Et en gros, c'est la personne qui va faire l'architecture du document, le template. Si vous êtes sur des documents basiques, vous ne serez pas du tout contraint. Il y aura pas de... vous pouvez très bien bosser sur Coda gratuitement. Par contre, là, si vous êtes sur ce document qui m'appartient, mais que vous essayez d'ajouter une page, par exemple, là, simplement en cliquant sur les 3 petits points, ajouter une page, vous ne pourrez pas le faire. Vous serez bloqué. Parce que du coup, ça, c'est une fonction qui appartient à un docmaker, la personne qui va créer le document, le template. Mais bon, ça a changé. Parce qu'avant, même les éditeurs pouvaient ajouter des pages, mais c'était trop généreux. Donc maintenant, ils peuvent plus ajouter de pages. Mais finalement, c'est pas plus mal, en fait. Et c'est une vraie différence entre Notion et Coda. Mancef, tu as raison. C'est qu'en fait, finalement, sur Coda, quand vous avez créé vos pages et que vous avez mis dans chaque page les bonnes tables, là, on voit qu'il y a des tables à chaque fois dans chaque page, les gens vont pouvoir ajouter des lignes dans les tables, les utiliser, les updater, supprimer des lignes, etc. Mais ils ne vont pas pouvoir ajouter des pages, rajouter des tables à foison, et tant mieux. Quoique, ils peuvent rajouter des tables dans des pages existantes, mais tant mieux que ce soit limité en pages, parce qu'en fait, votre doc il va rester beaucoup plus clean sur la durée, et ça ne va pas être un doc avec un nombre de pages
J'allais dire C'est ça. illimité. Ouais, c'est C'est ça, qu'au final, exactement. ça en devient un espace foutoir où chacun fait son petit doc dans le doc, ça devient vite bordélique, autant que ça soit justement le doc maker qui gère, on va dire, cette partie. Et après, en soi, c'est à la politique de chaque entreprise de voir comment ils veulent mettre ça en place. Mais admettons qu'il y a 30 personnes qui veulent utiliser Coda dans une boîte. Il y a un ou deux doc makers. Au final, ils vont payer peanuts, quoi. Ils vont payer $20 par mois pour 30 utilisateurs. Sur Notion, il n'y a pas d'équivalent. Du coup, franchement, là-dessus, il n'y a pas match. Et Mais Claire bon, nous dit, il n'y avait pas une limite de taille de page dans Coda ou un truc comme ça. Effectivement, avant, quand tu étais au ouais. plan gratuit, tu étais Ouais, quoi. limité à 1000 Clairement. blocs ou 1000 rows. Oui, Enfin, tu étais c'est ça. limité en termes de blocs et de rows dans Et tes de Coda boutonnières et de docs. record. Donc, Bah les là, gens pour le coup, tu créent as une limite, plusieurs. elle est toujours d'actualité. C'est sur les tables, tu as le droit à 10 000 lignes. Alors, maintenant, il n'y a plus de limite quand tu es au plan gratuit. Ouais, Si je dis Ouais. pas faut de juste pas bêtises. partager. Mais il ne faut pas que tu partages tes docs. Dès que tu partages tes docs, là, la limite rentre en jeu. Mais normalement, maintenant, il n'y a plus. Tu peux avoir ton Maintenant, ouais, sur le prix, tu peux avoir c'est. ton compte Coda, faire tout ce que tu veux et pas Mais avoir de tu peux limite. pas inviter. Tu peux pas Mais partager. les 10 000 lignes, tu disais ça pourquoi, Monsef? Sur les tables, le nombre de records que tu vas choper, par exemple, si tu te connectes à un Google Sheet ou autre et que tu as, je sais pas moi, Ah, 50 tu Ah parles des oui, tables lignes, mais 50 synchronisées. entrées. Ça, Ouais. c'est les tables oui, synchronisées. oui, Du il y a coup, des limites, là, faut tu être peux. synchro, ouais. Mais bon, tu n'es pas obligé de charger toutes les lignes, tu peux filtrer par le temps, faire on va dire, une gestion déroulante en fonction du temps. Bref, tu trouves toujours, on va dire, des solutions de contournement, mais tu peux avoir cette limite. Après, Et, bon, Ouais, en soi. faut pas en abuser, Julien, quoi. C'est tout. et concernant Notion, ils nous disent qu'ils ne savaient pas. Mais si vous allez sur Notion, maintenant, il y a des limites sur les Si, ouais, guests. maintenant, ils en Par ont exemple, mis, ouais. si vous êtes au plan à 9,50 par mois, il y a limite de 100 guests. Et après, 14 $ par mois, il y a limite de 250 guests. Mais en plus, les guests, ce n'est pas censé être des gens de votre entreprise avec le même nom de domaine. Oui, C'est censé être des gens c'est qui ça. sont dans votre entreprise. Donc, effectivement, il y a une limite et ce n'est pas censé être des collaborateurs. Bon, enfin. Après, tiens, ce que je vous propose, si vous voulez, Il reste je peux 15 peut-être vous minutes. montrer le fonctionnement, un petit bouton vraiment assez rapidement. Tiens, par exemple, pour la gestion des emplacements en salle. Là, vous voyez, en fait, sur chaque table, en gros, c'est une table avec donc les différents intitulés. Est-ce que je consomme sur la table 1, 2, 3, 4, 5 ou à emporter le nombre de couverts en fonction. À emporter, on n'a pas de limite, on s'en fout. Mais sur chaque table, on ne va pas mettre 10 personnes commandées en même temps sur la même table. On est d'accord. Donc ici, en fonction de la petite liste qu'on avait remplie tout à l'heure, quand on s'était installé, il nous a positionné directement ici dans la salle du restaurant. Ici, table 1, table 2. J'ai un autre compte qui est connecté, table 5. Mais si, là, maintenant, je veux changer et que je veux m'installer table 2 également. Je valide l'emplacement, il n'y a pas de souci. Donc là, j'arrive sur la salle du resto. Je suis connecté ici avec Elise. Et on est sur une limite de nombre de couverts à 2. Donc là, si un autre utilisateur arrive, en fait, il ne va pas pouvoir s'installer à la table 2. Je ne sais pas si Mathieu, tu peux essayer de ton côté, par exemple, de valider le champ table 2. Bah tiens, attends. Moi, je vais m'installer table 1. Je te laisse t'installer table 2 si tu veux. Donc, comme ça, on le verra sur... Voilà, donc là, si je retourne sur les salles du resto, je vois Mathieu qui est ici installé avec Elise. Moi, de mon côté, donc je m'installe aussi table 2. Et si je clique là-dessus, tiens, la ligne, elle est modifiée. Le test a échoué. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller jeter un coup d'œil à tout ça. Du coup, en fait, là, ce qui va se passer, pour regarder d'où ça vient, on va cliquer sur le bouton. On va regarder la formule. Et là, on arrive là-dessus. On va ouvrir le tout. Et en gros, ça va ajouter ou modifier une ligne ou ça dans l'accueil client. Donc, c'est cette table ici qui va nous dire pour chaque utilisateur bienvenue, par exemple Monsef, bienvenue Elise, ça va récupérer le nom d'utilisateur et l'emplacement de sa salle pour lui afficher justement les données qu'on retrouve ici. Donc tu seras servi à quelle table, bonjour le nom d'utilisateur. Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça va rajouter l'emplacement en salle et ça va checker si l'emplacement est... Ah, du coup, ouais, j'avais retiré le test. My bad, c'est moi qui ai retiré le test. Parce qu'en fait, du coup, ici, dans les boutons, vous avez une fonction avancée en dessous. Vous pouvez désactiver ici, disable if. Donc, voilà, là, je l'ai mis entre commentaires. Donc, ici, simplement, s'il y a déjà trop de clients installés à la table, ce qui se passe,
c'est qu'on va aller regarder, et on va l'auto-formater. Il va nous le mettre directement en forme joliment dans les emplacements en salle. Donc, c'est cette table qu'on a vue ici. C'est la liste des tables. Emplacement en salle ici. Donc, si je retourne sur la formule, on va ouvrir tout ça. Il va aller checker pour l'emplacement qui est égal en fait à la liste qu'on a choisie, par exemple table 1, table 2 dans la liste déroulante. Donc, sur cette table-là, il va regarder le nombre de couverts et il va le comparer en fait au nombre de clients installés. Donc, j'ai dit que par exemple, sur la table 2, j'ai que 2 couverts. Si je vais aller checker dans les emplacements en salle, le nombre de clients installés, j'ai qui? J'ai Élise, j'ai Mathieu. Donc, ça me fait déjà 2 personnes. Ça, c'est ce que je récupère dans le count. Et pour pouvoir vous le montrer plus simplement, on peut simplement le noter ici. Regardez, ici, c'est un canevas, donc je peux mettre la formule n'importe où. Voilà. Donc, ici, si je check, par exemple, le nombre de couverts sans faire tout le test, on va couper ça. Ici, il nous renvoie un 2. Donc, j'ai bien 2 couverts sur la table 2. Si je change et que je mets la table 1, par exemple, je passe sur 4 couverts. C'est ce qu'on avait tout à l'heure dans la table des emplacements en salle. Table 3, par exemple, il devrait y en avoir 6. Voilà. On va dire 4 sur la banquette, 2 à table. Bon, on reste dans une certaine logique. Table 2, on repasse sur nos 2 utilisateurs. Et du coup, je vais relancer le test avec du coup le tri sur le nombre de clients installés cette fois. Donc, j'enlève la première partie du test simplement pour regarder le nombre de personnes installées. Et ici, il m'en retrouve que 1. Du coup, là, il y a un souci. Emplacement en salle. Il envoie un tableau, c'est ça. Client installé. Le first. Il faut prendre point first avant ton count. Ah Point first. Nice. T'es un bon Mathieu. Point count. Impeccable. Débugage en direct. Donc là, on est bien 3 sur le truc. Donc, ce qui fait que là. Ouais, ce genre de problème. Ouais, c'est parce qu'ils ont fait, il n'y a pas longtemps, ils ont refait un petit peu les formules et maintenant, des fois, il faut rechecker ces formules. Des fois, tu as des tableaux qui apparaissent. Ouais. Parce que du coup, là, je ne sais pas si tu veux leur expliquer, Mathieu, ce qui s'est passé par rapport au tableau. Je vais me remettre dessus sur la table. Vas-y. Celle du restaurant. Du coup, là, en fait, sur la table des clients, ici, ça récupère toute la colonne. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment récupérer la valeur qu'il y a dans cette colonne. Et c'est là où, du coup, le point first, qui va nous permettre d'accéder aux clients installés. Et du coup, là, je retrouve bien les 3 lignes, Monsef, Élise et Mathieu, que je peux compter, en fait, dans la formule. Donc là, si je me retire et que je me remets, par exemple, table 1, ici, voilà, table 1, que je modifie la fonction d'annulation, si je peux dire, du disable. Merci. C'est tout en bas, ouais. On va sélectionner tout ça, on supprime et je remets la nouvelle formule. En fait, il récupérait les clients. En fait, les clients installés .count, ça te comptait simplement la ligne. Enfin, ça rentrait pas effectivement dans le. En fait, quand tu filtres un array, il te renvoie un autre array avec une liste d'objets, mais là, vu que tu n'as qu'un seul objet, il faut que tu récupères le premier objet. Qui va être ta table. Tu récupères le contenu de. Et après, tu comptes les. Tu as une liste d'objets. Là, tu as une liste de un objet, mais il faut quand même rentrer dans l'objet pour compter. C'est ça. Tu accèdes à l'item qui est à l'intérieur. En fait, tu compares 3 à 2, là, donc forcément, il est cliquable. Il faudrait mettre supérieur ou égal à 2. Du coup, mais conclusion, pour les formules, n'hésitez pas à y aller étape par étape. Et si vous faites parfois des formules intermédiaires, c'est pas grave. Mais de toute façon, normalement, tu dois être bloqué avant. Donc, tu n'as pas besoin de faire supérieur ou égal. Mais là, le problème, c'est que. Mais bon, en soi, mais c'est ça. Ce matin encore, ça marchait. Là, maintenant, ça ne marche pas. C'est les aléas du direct. C'est des choses qui arrivent. Mais voilà, en découpant la formule et en accédant justement sur le canevas, voilà, regardez les différentes valeurs qui sont envoyées à chaque étape. Vous pouvez débugger, comparer et me remettre la formule. Là, on va éviter de perdre plus de temps là-dessus. Mais voilà à peu près le fonctionnement. Est-ce que vous avez des dernières questions là, avant qu'on clôture le live? Je vois que le prochain est à 14h15, mais on va essayer de ne pas trop dépasser. On va essayer de ne pas trop dépasser, de finir à 14h. Et peut-être aussi, Monsef, peut-être que tu as un mot de la fin
à nous dire concernant ce Moi, doc? écoute, franchement, moi, non, j'ai kiffé de le construire. Ça fait plaisir de vous le partager. Si ça vous intéresse de bosser sur Coda, justement, et de découvrir ce doc qui est là à dispo, donc vous pouvez aller trifouiller la construction des formules, des colonnes. S'il y a des questions, quoi que ce soit, on est dispo. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur LinkedIn ou autre. On répond aux messages. On est aussi sur le Slack No Code France. Donc, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Il n'y a pas que du Coda, il y a plein d'autres solutions. Il y a le Twitch, il y a pas mal de lives qui sont hyper intéressants à l'occasion des 4 ans de No Code France. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et on a encore quelques minutes pour vous répondre. Ouais, c'est vrai que ce qu'on peut souhaiter en tout cas pour la suite, c'est de faire encore plus de Coda dans la communauté No Code France. Donc ouais, l'objectif de ce live, c'est qu'il continue, qu'il se poursuive dans les prochains mois, qu'à chaque fois il y ait des invités, que ça tourne. Monsef, sûrement qu'on te reverra. Avec grand plaisir. Et puis, si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde avec Coda, n'hésitez pas à nous dire. Vous voyez, il y a toujours des cas d'usage un peu marrants à faire. On avait le cas du moniteur de conduite, le cas de la pizzeria. Bientôt, là, ça y est, j'ai réussi à caler pour janvier. J'ai pas le live de décembre, mais j'ai le live de janvier. Le live de janvier, ce sera... comment? J'ai une idée pour décembre. Ah, cool. Tu veux nous le dire ou c'est... Ouais, comme vous voulez, hein, on peut. Ça serait... Partage nos infos, Mathieu. Partage nos infos. Non, ça serait un gestionnaire de doc, on va dire, de stock, d'achat-revente de stock, par exemple, que j'ai fait pour une personne qui fait des t-shirts, par exemple, avec différents types de t-shirts, de tailles de t-shirts, de types de livraison, enfin tout ça, la gestion des taxes, etc. Intéressant. Et la partie logistique, c'est top, ça. Ouais. Et janvier, ce serait un doc de gestion d'assaut, mais des assos qui organisent des festivals. Enfin, une asso qui organise des festivals. Sympa. Donc, ce serait marrant aussi de voir comment... Et par contre, pour le coup, c'est un vrai doc utilisé aujourd'hui. Ouais. Okay. Et toi aussi, Mathieu? Ouais, c'est ça. Je l'ai fait avec lui. En fait, à la base des bases, j'avais fait un template quand j'étais sur Notion de gestion de stock assez avancé. Et le mec, il me l'a pris direct, c'était un template. Et petit à petit, il voulait plus de choses, etc. Bon, on était bloqué avec Notion. Donc, on est parti sur Coda. Et du coup, on l'a fait ensemble là, sur Coda. Donc, je lui filais le template gratuitement. Et lui, on regardait ensemble ce qu'on faisait, ce qu'il avait besoin et tout. Et comme ça, moi, je le propose en template en tant que gestionnaire de stock. Donc, du coup, je lui ai filé gratuitement. Mais en attendant, je le vends en tant que template. Ouais, sympa. Sympa en tout cas de lui avoir mis à dispo, hein, c'est cool. Ouais, bon, après, c'était pas... C'était donnant. Hâte de voir tout ça, en tout cas. Il y avait son expérience et mon expérience, et puis ouais, quoi. Et Monsef, là, il y a des questions qui passent dans le chat, mais il y a des personnes qui se demandent qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit proposé à un vrai resto. Voilà, est-ce que tu penses que tel quel, ça pourrait être proposé à un vrai resto ou qu'il y a des choses qui manquent? Non, il manquerait encore 2-3 choses. Déjà, concrètement, déjà, il y a encore quelques petits bugs. Il faut, on va dire, peaufiner tout ça. L'autre chose évidente, c'est la gestion des utilisateurs. Là, pour l'instant, tout le monde se connecte via Coda et a les pouvoirs d'édition. Ça n'arrange pas la chose. Il faut qu'on puisse mettre un certain nombre de verrouiller des tables, que les utilisateurs ne puissent pas faire n'importe quoi. Ça, c'est une chose qui se gère parfaitement. Et la gestion des utilisateurs, admettons, je veux me login ou bien m'inscrire. Ça, on peut le faire, mais il faut gérer les mots de passe et gérer d'autres choses. Ça passe par des fonctions pour hash le mot de passe, etc. Bref, ça, c'est des connexions externes qu'on peut mettre en place dans Coda, mais là, du coup, ça demande des développements supplémentaires. Tel quel pour tout ce qui va faire GPD, etc. Pour l'instant, je ne rentre même pas dans le sujet, mais oui, dis-moi, Elise. Et non, pardon, mais je suis en train de tester la connexion software Coda. Justement, je rebondis sur le fait que tu te dises, voilà, pour la gestion de la connexion, de l'inscription des utilisateurs, compliqué avec Coda parce que voilà, on voit en haut qui est connecté à ce moment-là. On peut pas, voilà, on est obligé d'avoir un compte Coda pour interagir. On peut pas avoir de mot de passe. Tu peux hide, ça marche pour tout le monde? Hide collaboratif. Non, je crois que ça marche normalement.
Ah, possible. Après, voilà, il y a des fonctionnalités à avoir en termes de sécurité. Il faut faire le point dessus. Et surtout, c'est vraiment définir les différents, j'allais dire, diagrammes de séquence pour parler UML, mais en gros, les différents cas d'utilisation. Quel est Ouais. le parcours du client? Comment il fonctionne? Quel est le parcours du côté business, le patron, comment il va gérer la chose? Côté serveur, qu'est-ce qu'il a besoin comme info? Il n'aura pas besoin de toutes les infos, de toutes les vues. Il en aura juste besoin de, par exemple, qu'est-ce qu'il va avoir devant aux frais? Qu'est-ce qu'il va avoir en temps de service, etc. Bref, tout ça, il faut définir les diagrammes, les cas d'utilisation pour avoir quelque chose qui soit fonctionnel. La gestion des paiements aussi, elle n'est pas mise en place. Donc, il y a quand même pas mal d'axes d'amélioration. Là, c'est vraiment, on va dire, une maquette, un POC, un proof of concept pour dire, voilà, ça, c'est une solution qu'on peut mettre en place. C'est faisable de telle ou telle manière. Après, voilà, maintenant, si on se lance dans un vrai projet pour réaliser la solution, il y a voilà, d'autres choses à mettre en place. Ça se définit, bien sûr. Et concernant la connexion et l'inscription, j'étais même pas, je me suis perdue encore dans mon explication. Mais je suis en train de tester pour vous la connexion avec Software, avec la REST API. Il y a encore quelques, il y a encore quelques petits bugs. Donc c'est en cours. Mais là, j'attends leur retour parce que voilà, j'avais configuré pas mal de choses qui ont sauté. Donc, est-ce que voilà, c'est parce que c'est encore en bêta? Sûrement. Donc voilà, mais tout ça pour dire que des solutions comme Software, comme d'ailleurs Noloco qui sont en train de préparer la connexion avec Coda, ça peut être aussi une solution pour avoir un back dans Coda, enfin un outil admin et avoir l'affichage sur un front, tu vois, un peu plus chiadé et adapté, tu vois, à l'utilisation par des personnes, des personnes qui n'ont pas d'accès à ce genre d'outils et qui ont envie, par exemple, d'utiliser sur téléphone, sur tablette. Donc, restez comment dire, à l'affût des connexions qui vont se créer avec Coda. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'outils qui se connectent avec Notion Airtable. Donc ça devrait, ça arrive progressivement sur Coda. D'ailleurs, il y a déjà un pack Webflow Coda. Ouais. Oui. Et j'ai un pote qui l'a utilisé. Franchement, ça marche bien. Hein. Il avait créé un site qui s'appelle Rando Recettes. C'est Lucas Clément qui a créé un site Rando Recettes pour partager des recettes de randonnée adaptées à la randonnée. Et en fait, chacune de ces tables Webflow, il les avait synchronisées avec des tables Coda, avec le pack. Et franchement, ça marchait plutôt bien. Par contre, effectivement, Webflow, ça demande pas mal de temps de développement pour quelque chose de sympa. Comparé à du Noloco, à du Software qui peut être plus rapide. La courbe de progression, c'est pas la même. Mais après, voilà, ça reste des outils qui ont une forte communauté. Donc, tu trouves toujours du contenu en ligne, tu trouves toujours de l'aide. Et là, pour le coup, c'est des communautés qui bougent. Et comme tu l'as dit, Power Table, Notion, c'est le cas aussi pour Coda. Il y a pas mal de nouveautés, pas mal de mises à jour régulièrement. Et c'est ça qui fait aussi un petit peu l'attrait de la solution. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Let Discovery, elle nous dit, Laetitia, tu peux connecter Web Studio en front et Coda en back. Avec. J'ai pas vu le pack sur Coda, c'était plus du côté Web Studio. Ouais, à mon avis, c'est Web Studio avec l'API. On va voir, ça peut être sympa comme paysage. Comme avec Software. Tu paramètres les URL, tout ça. Avec WeWeb, hein, si tu veux, avec WeWeb, tu peux appeler Coda aussi. Hein. Ouais, avec Ripple aussi. Ils ont une API comme les autres, hein, donc après. En soi, tout se fait. C'est vraiment. Il faut le voir comme des Lego. Hein. Chacun a des briques. Il y a juste à mettre tout ça en place et go. C'est du côté Web Studio en API. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais le jour où ce sera quand même plus simple pour tout le monde, c'est quand il y a des connexions, comment dire, natives, on va dire. Ouais. Packaging. Il faut lire la doc et tout. C'est ça, Claire, elle nous dit il y a une différence entre il y a une API et elle est déjà configurée. Moi, je vous avoue que là, le REST API de Software, ça se fait, mais il faut quand même être un peu au courant de ce qu'il faut écrire dans chaque case, quoi. Non, en gros, après, petite astuce en passant, hein, la doc API, tu la balances à ChatGPT, tu lui demandes comment accéder à tel ou tel champ. ChatGPT, il sait lire une doc API, il sait te la résumer et te dire, en tout cas, te guider sur la manière de coder. Ça ne va pas t'enlever la partie construction du code, mais ça peut te guider si tu n'es pas trop, on va dire, au fait de comment se connecter sur la. Mais tu vois, il y avait une partie, tu vois, la remontée des infos dans Software, en fait, ça remontait, mais il fallait transformer la data.
En gros, j'avais pas Ouais. mes colonnes qui remontaient de mes tables, mais j'avais items, et dans items, tu avais les colonnes. Enfin, bref, la structure de données n'était pas la bonne, il fallait mettre un transformer. Et tu vois, j'ai demandé à ChatGPT et il n'arrivait pas j'arrivais pas à avoir le bon format qui fonctionnait. Donc après, en faisant un mix entre une vidéo tuto faite par Software, entre le code et un peu de bon sens, on y est arrivé. Ouais. Mais parfois, c'est pas... parfois, tu n'as pas toujours exactement le bon format. Mais effectivement, je suis d'accord que tu peux toujours t'en sortir. Qu'est-ce qu'il nous dit Mathieu, Software Expert? Du côté de Software, Coda, ça devrait être intégré par le module REST API dans un premier temps. C'est ce que je suis en train de tester, qui n'est pas totalement encore 100% fonctionnel. En tout cas, j'ai quelques soucis. Mais il dit pas natif pour l'instant, a priori, sinon mettre un template Coda dans le module REST API. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Mais effectivement, j'ai échangé avec Software sur le No-Code Summit. Ils m'ont dit que c'est quand même dans la roadmap avec Coda. Mais oui, la roadmap, elle peut durer plusieurs mois, années. La date qu'ils ont mis. Et Xavier qui nous dit c'est quoi le use case? C'était plutôt, voilà, là le use case que je suis en train de construire, c'était un portail client. Aujourd'hui, mes portails clients, ils sont sur Coda. Mais il faut quand même créer des cross-docs, il faut quand même que le client il soit à l'aise avec l'interface de Coda, voir qu'il a un compte s'il veut interagir. Là, l'idée, c'était de se dire, et si jamais on veut créer un portail client ou un portail partenaire, totalement en marque blanche, avec vraiment une interface personnalisable encore plus que ce qui est possible dans Coda, et sans passer par les cross-docs. C'est ce que je suis en train de faire. Et ça a le gros avantage d'avoir ce système de sign-in, sign-up. Après, on peut le décliner en d'autres cas d'usage, gérer une pizzeria. Plein de trucs, des petites applications. Il y en a pour tout, après, il y en a pour tous les goûts, c'est sûr. Et Xavier qui nous dit c'est pas mieux de faire un portail propre avec la data Coda déversée dans un vrai back-end. Non, mais là, l'idée c'était de se dire, pour par exemple une petite agence qui a tout son outil de gestion sur Coda, comment faire pour exposer sa donnée après, il y en a qui le font. Hein, je suis d'accord qu'on peut s'amuser après à mettre en... Comment, Mathieu? Avec le partenariat Snowflake, c'est ce qu'ils font. Hein. Tu stockes toute ta donnée dans un vrai back-end et tu as le pack Snowflake, donc tu peux faire des requêtes SQL directement dedans. Et tu as Coda Brain qui arrive avec. Et tu vas Mais là-dessus, on est vraiment sur des profils plus avancés, côté dev, côté tech. Qui c'est qui va gérer ça, qui va administrer, qui va le faire monter, qui va le faire évoluer. Après, c'est à maintenir aussi. Donc là, au moins, c'est plus de montrer aux gens une solution simple à mettre en place. Mais pardon, je derrière côté métier. La question de Xavier, hein, mais c'est vrai que derrière, côté métier, au moins, ils peuvent se former rapidement à l'outil et le faire évoluer aussi s'ils en ont besoin. S'il y a on va dire, des besoins plus poussés, ils peuvent se diriger vers une autre solution, mais ce ne sera pas du tout le même budget aussi. Donc, c'est sûr. Mathieu, il y avait une question tout à l'heure sur l'IA. J'ai vu passer Julien. Est-ce qu'il y a l'IA chez Coda? Je crois que c'était ça. Non, c'est FX. Il y a une IA chez Coda. Il y a Coda Brain et il y a l'IA classique sur Coda. Donc, il y a des crédits. Déjà, de base, tu as des crédits pour l'abonnement qui est renouvelé tous les mois. Et si vraiment les crédits ne te suffisent pas, donc déjà, c'est bien, tu n'as pas un abonnement en plus. Et si vraiment les crédits ne te suffisent pas, tu as un petit... tu peux payer soit des crédits en plus par mois ou une version illimitée, comme à 10 € par mois. Coda Brain, tu y as déjà accès, toi, Mathieu? Non, pas encore. Est-ce que j'étais là, j'ai loupé un truc? Ils l'ont présenté, je crois, un cercle restreint il y a une semaine, même pas. Ouais, j'étais là au live. Voilà. Ils ont présenté là, j'ai pas pu y être, mais voilà, c'était oui, ils nous ont fait une démo, mais bon, avant de le tester soi-même. Déjà, il y a l'IA classique qui fonctionne très bien déjà. Il y a les colonnes IA, il y a le résumé. Tu peux compléter les données. Il manque juste la partie image. Parce qu'au final, tu peux, on va dire, générer par IA des champs texte, des champs, ce que tu veux, mais pas d'image pour l'instant. En tout cas, c'est pas pris en charge nativement. Après, il y a le pack OpenAI, au pire, avec ça. Dali. Tu te connectes avec ta clé API et le feu. Hein. C'est ça. Bon, je pense qu'on va clôturer parce que je me dis, imaginons. En fait, 14h07, c'est vrai qu'il y en a qui sont... Normalement, c'est 14h15, mais on va peut-être pas trop déborder. C'était cool.
Et bon, bah, écoutez, désolé, je crois qu'on peut vous laisser continuer à commenter, même si le live est fini. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires. On a bien rigolé. On a tous envie de manger une pizza maintenant. Et merci beaucoup, Mansef, pour cette présentation, cette démo. C'était vraiment chouette. Il y a plein de petites astuces à reprendre avec tous les boutons que tu crées pour passer, par exemple, de boissons à repas, pour faire les commandes. Enfin, il y a plein de petites astuces que vous pouvez vous récupérer sur le template et dupliquer, vous en inspirer. De toute façon, nous, le replay, on va le mettre sur YouTube. Vous aurez le lien du template. Comme ça, vous pouvez... Et pour info, il y a un pack Xano. Hein. Donc Comment ? pour info, il y a un pack Xano, parce que je vois que ça parle un peu de Xano sur le... Ah, ok. Donc il y a les Sync Table. Il y a 3 boutons. À voir, je sais pas, j'ai pas testé. Oui, pas de souci, mais en tout cas, de toute façon, vous avez tout le loisir de découvrir tout ça, donc n'hésitez pas, et de toute façon, on reste disponible si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous faire un petit retour, un petit commentaire, que ce soit sur LinkedIn ou autre. Ça fait toujours plaisir. Partagez si vous avez aimé le contenu. Dans tous les cas, nous, on mettra à disposition un petit replay sur YouTube. Donc, voilà, passez faire un petit tour et rendez-vous le mois prochain pour le use case de Mathieu, le mois suivant pour le use case de Élise. Et entre-temps, il y aura d'autres contenus à venir. Et Florian, ce sera Florian. Nice. Merci à tous. Salut Mathieu, salut Mansef. Salut. Bye bye. Bon week-end. Et bonne journée. Ouais. Profitez du long week-end. Ouais, j'ai trouvé l'écran de fin. Je ne le trouve jamais, cet écran. Il va falloir faire une formation. C'est bon. Salut. Impeccable.